Et maintenant, on va faire quelques notes sur comment on l'applique l'ACP en fait en pratique. Donc, c'est quoi l'ACP? Je prends ma matrice S, ma matrice de covariance empirique, j'extrais ses vecteurs valeurs propres, je garde les M plus grandes valeurs propres puis les vecteurs propres associés. Puis ma transformation, finalement, mon modèle à la fin, entraîné, ça va être prendre X puis multiplier par les M plus grandes, les M vecteurs propres avec les M plus grandes valeurs propres. Si je fais ça, quand je prends X puis je le multiplie par une matrice comme ça, si les valeurs de M ne sont pas centrées, donc par exemple, si j'étais en deux dimensions, mais imaginons que 0 et 0 ce soit ici, si mes données se trouvent toutes ici puis que je multiplie par ma matrice M, ben, ça va me donner des données qui ne seront pas non plus centrées en 0. Puis d'un point de vue visualisation, ça peut être un peu agaçant. Donc, une chose qu'on fait souvent en pratique, en fait, c'est qu'on prend l'entrée X, puis on va le multiplier, on va le soustraire avant de le multiplier par U par la moyenne des données. Okay, donc, X bar, c'est juste la moyenne des données. Donc, je fais ça avant de multiplier par mes composantes principales. Okay. Donc, si je fais ça, on peut montrer que ça veut dire, en fait, que mes données projetées, leur moyenne va être 0. Okay, ça, c'est pas trop difficile à montrer. Donc, si je fais 1 sur n de la somme de mes données projetées, okay, donc ça, c'est finalement la projection de chacune de mes entrées xn, que je réduis dimensionnalité. Ben, encore une fois, je remarque que ça ne dépend pas de n, fait que je peux le sortir de la somme. Ce fait que j'ai cette matrice-là fois, entre parenthèses, 1 sur n de la somme de xn. Puis ça, en fait, c'est quoi? C'est la moyenne, c'est x bar, moins x bar. Donc, j'ai x bar moins x bar, ça donne 0. Donc, ça va me donner un vecteur de 0, finalement. Fait en centrant mes données dans l'espace X original, j'ai aussi centré mes données une fois qu'ils sont projetés. Okay? Donc, ça, c'est une chose qu'on fait souvent en pratique. Donc, ça me permet de réduire la dimensionnalité. Puis, je vais en profiter ici pour mentionner qu'en fait, on peut aussi utiliser l'ACP tout simplement pour compresser les données, c'est-à-dire les mettre. Donc, quand je fais une réduction de dimensionnalité, j'obtiens des vecteurs qui vont être plus petits, donc qui vont avoir moins de dimensions. Fait que ça veut dire qu'entre autres, en mémoire ou sur disque, ces données-là vont prendre moins d'espace. Mais c'est possible de partir de ce vecteur-là, puis de me reprojeter dans l'espace original, c'est-à-dire décompresser les données. Okay? Donc, si mes XN, c'était des images, où j'avais par exemple 10 000 pixels, une fois que je l'ai projeté dans, disons, 100 dimensions avec une ACP, donc là, j'ai des vecteurs beaucoup plus petits, ils sont compressés, bien, c'est possible après ça d'essayer de reconstruire c'était quoi l'image originale. Okay? Donc, on peut voir ça finalement comme une procédure de compression. La façon de faire ça, c'est probablement tout ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va essayer de voir si je connais chacune des projections, ça serait quoi le mieux que je puisse faire en termes de reconstruction. On va faire le cas en une dimension parce qu'il est plus facile à comprendre. Donc, si ma moyenne x bar est ici, c'est-à-dire que le vecteur xn moins x bar, c'est ce vecteur-là ici. Okay? C'est xn moins x bar, donc c'est le vecteur comme ça. Maintenant, si je prends ce vecteur-là ici, puis que je le multiplie par ma composante principale U1, ce que ça va me donner, en fait, finalement, c'est la longueur de ce segment-là ici. Okay? Donc, à partir de xn, si je me déplace comme ça, je me déplace de quelle distance pour me rendre au point projeté de xn sur ma droite. Et ça correspond à U1 transposé fois xn moins x bar. Donc, comment est-ce que je pourrais essayer à partir... Donc, si je connais, dans le fond, c'est quoi cette longueur-là ici, puis que j'ai gardé x bar en mémoire, comment est-ce que je pourrais essayer de finalement reconstruire le mieux possible xn, de trouver finalement un vecteur en deux dimensions? Bien, ce que je pourrais faire, c'est prendre x bar, mon vecteur x bar, puis me déplacer dans la direction de U1 de la distance donnée par cette distance-là ici. Donc, je vais prendre x bar, puis je vais y additionner U1. U1, c'est un vecteur de norme 1. Fait que je vais le multiplier par quelle distance je veux déplacer dans cette direction-là. Donc, ça, une façon d'écrire ça, c'est comme ça ici. Je prends x bar, puis je prends ma projection, qui est ma distance ici, puis je multiplie ça par le vecteur U1. Fait que si je prends cette distance-là fois le vecteur U1, ça va me donner le vecteur qu'on voit ici, là, qui est de là jusqu'au point ici. Okay?
Donc, je prends x bar, puis j'y ajoute ce déplacement-là, finalement. Puis ça va me donner une approximation, finalement, de la reconstruction du point xn. Et la raison pour laquelle je ne peux pas me déplacer ici, c'est que, en fait, une fois que j'ai projeté mon observation ici, je ne sais pas si le vrai xn qui a généré ça, c'est celui-là, ou c'est un xn qui était plus loin ici. Parce que ce point-là ici, il aurait été aussi projeté à ce point-là. Donc ça, c'est l'information que j'ai perdue, que je ne peux pas retrouver. Okay? Mais bon, quand même, c'est le mieux qu'on puisse faire, logiquement, en regardant ce problème jouet-là ici. Puis de façon générale, en fait, si on a réduit à m dimensions, bien, je vais prendre mon vecteur x bar, puis pour chacune de mes composantes principales, chacun de mes vecteurs propres, bien, je vais prendre la valeur de ma projection, puis je vais la multiplier par le vecteur propre associé, puis je vais me déplacer de cette distance-là dans la direction du vecteur propre UI. Pour U1, U2, U3, et ainsi de suite, je vais me déplacer dans la direction de U1, de U2, de U3, puis la distance que je vais parcourir dans cette direction-là, ça va être donné par ma projection ici. Donc, ça, c'est une façon, peut-être une formule un petit peu plus à comprendre, mais on peut aussi l'écrire avec une formulation matricielle. En fait, on peut montrer là, que calculer ça ici, c'est la même chose que calculer ce produit matriciel et vectoriel-là. Je prends x moins x bar, puis ensuite de ça, je le multiplie par cette matrice-là ici. Et ensuite de ça, donc cette matrice-là, c'est la matrice U juste avec les m premiers vecteurs propres. Puis je le multiplie par, encore une fois, donc cette matrice-là, je l'ai transposée. Puis après ça, je la remultiplie par la matrice U, mais que je ne transpose pas. Puis je remarque ici, là, en fait, j'ai mis xn ici, là, je devrais mettre xn ici. Okay, donc ces deux formes-là sont équivalentes. Par exemple, si je prends un ensemble de données qui contient différents caractères, donc dans ce cas-ci, en fait, je pense que la base de données qui a été utilisée, c'est pas juste des caractères 3, mais d'autres caractères aussi. Donc ça, c'est l'exemple qui est tiré du livre de Béchamp. Là, ce qu'on voit, c'est premièrement, ça, c'est la donnée originale. Okay? Puis là, ce que je vous montre ici, c'est qu'est-ce qui arrive si j'ai projeté sur une dimension, donc j'ai réduit à une seule dimension, puis après ça, j'ai essayé de reconstruire. Ou en 10 dimensions, ou en 50 dimensions, ou en 250 dimensions. Puis dans ce cas-ci, en fait, les images, elles sont 28 par 28. Donc, ça donne 784 pixels. Donc, la valeur de ça, c'est la valeur de D, finalement, l'espace original. Donc, et en fait, ce qu'on voit, c'est que plus j'utilise de composantes, moins je réduis la dimensionnalité, ben c'est assez intuitif, plus la reconstruction est bonne. Mais on voit en fait que juste avec 250 dimensions, donc je suis passé de 784 à 250, donc je suis à peu près 3 fois moins de dimensions, j'ai quand même une très bonne reconstruction de mon image originale. Je n'ai pas perdu beaucoup d'informations. Okay? Ça, la raison pour laquelle on observe ça, c'est que c'est un peu ce qu'on a discuté avant, savoir que, dans le fond, des images, tous les pixels ne peuvent pas varier indépendamment. Et ça veut dire que le nombre de degrés de liberté qui existe vraiment dans mes données, la dimensionnalité de la variété qui existe dans mes données, elle n'est probablement pas de dimensionnalité 784, mais plutôt peut-être de dimensionnalité moindre. Donc, par exemple, on peut contenir finalement à peu près toute l'information dans un hyperplan de 250 dimensions. Okay. Donc ça veut dire que j'aurais pu prendre mon ensemble de données, puis prendre tous mes vecteurs de taille 284, puis plutôt les réduire à un vecteur de taille 250. Ça va prendre 3 fois moins de place en mémoire. Puis là, je peux travailler avec cette représentation-là parce qu'elle est équivalente. Il y a presque autant d'informations que la représentation originale. Puis, en fait, on peut faire un lien direct entre, ça va être quoi, l'erreur de compression, c'est-à-dire la différence de la valeur des pixels au carré entre l'observation originale puis la valeur reconstruite, l'image originale puis l'image reconstruite. Donc, il y a un lien intime entre cette erreur-là et les valeurs propres de ma matrice de covariance S. En fait, donc, imaginons que je prenne toutes mes valeurs propres de S, puis que je les mette en ordre décroissant, et que je les montre ici. Donc, I, l'axe des X, c'est juste l'indice de la valeur propre, puis l'axe des Y, c'est la valeur de la valeur propre. Donc, par son ordre décroissant, on voit que ça décroît comme ça, puis éventuellement, ça devient un chiffre qui est très petit. Puis en fait, on voit que la plupart des valeurs propres qui ont une grande valeur, qui est quand même pas trop loin de 0,
sont au tout début, en fait. Donc, on voit qu'à peu près les 100 premières sont à peu près sont significatives, si on veut. Puis toutes les autres sont très proches de 0, en fait. Okay? Et en fait, si on calcule une autre chose que je vais appeler J, qui est simplement, donc mettons J pour la position 100, ça va être la somme des valeurs propres d'ici jusqu'à la fin. Okay? Donc J, c'est égal à quoi? C'est la somme des valeurs propres, mais où je vais commencer par un indice I, puis je vais sommer jusqu'à la fin. Okay? Donc ça, c'est ce qui est montré ici. C'est pour ça que la courbe est un petit peu plus élevée, c'est parce que au point ici, donc le point que j'avais ici qui correspond à ce point-là ici, la valeur que j'ai là, en fait, c'est la somme de toutes ces valeurs propres-là ici. Donc cette valeur-là, J, on peut démontrer qu'en fait, ça va correspondre à l'erreur de compression sur mon ensemble d'entraînement. Okay. Donc finalement, chacune des valeurs propres, ça me donne un peu, c'est quoi l'erreur en termes de compression que je vais avoir si je n'utilise pas cette projection-là, le vecteur propre associé à ça. Donc, si j'ignore cette direction-là, ce vecteur propre-là, à quel point je vais avoir une augmentation de mon erreur de compression sur l'ensemble d'entraînement. De ce point de vue-là, ça a donc pas mal de sens de prendre les M plus grandes valeurs propres. Ça veut dire que je vais finalement prendre, je vais avoir, en termes d'erreur de compression, la moins grande erreur possible, puisque je vais avoir gardé comme valeurs propres les valeurs propres que je ne vais pas garder finalement, que je vais laisser faire, ça va être les plus petites. Finalement, donc souvent on soustrait la moyenne avant de faire la projection. Maintenant, par contre, si mes données ont différentes variances dans différentes directions, ce qui est normalement le cas, si je fais cette projection-là, ça se peut que, par exemple, si dans la direction U1, ben, j'ai une variance de 10, je vais peut-être avoir des points qui varient beaucoup comme ça. Mais si la variance pour l'autre direction, l'autre composante principale, genre U2, est de 1, ben, je vais avoir finalement un nuage de points, une fois que je vais l'avoir projeté, qui va être plus étiré sur la première composante que sur la deuxième. Puis ça, c'est normal, c'est parce que j'ai choisi la première composante comme étant la plus grande variance, puis la deuxième composante, c'est celle qui a la deuxième plus grande variance. Donc, nécessairement, il va y avoir moins de variance ici. Donc, pour essayer de placer ça plus de façon où finalement les données s'étirent autant dans toutes les directions, ce que je voudrais faire, c'est en fait diviser chaque dimension par son écart-type empirique. Et bon, on a vu en fait que la variance associée à projeter mes données dans la direction du IM vecteur propre, c'est sa valeur propre. Donc, ça veut dire que l'écart-type dans cette direction-là, ça va être la racine carrée de la variance, donc la racine carrée de la valeur propre. Okay. Et donc, ce que je ferais à ce moment-là, c'est que je prendrais mon vecteur dont j'ai réduit la dimensionnalité, puis la première composante, je la diviserais par la racine carrée de la lambda 1. La deuxième composante, je la diviserais par la racine carrée de lambda 2, et ainsi de suite. Puis encore une fois, on peut l'implémenter sous une forme matricielle. Donc, je prends ma matrice lambda, qui est ma matrice sur laquelle, sur la diagonale, j'ai lambda 1, lambda 2, et ainsi de suite. C'est une matrice diagonale où sur la diagonale, il y a les valeurs propres. Puis je vais prendre moins la racine carrée de cette matrice-là. Ce à quoi ça correspond, en fait, c'est prendre les éléments sur la diagonale, parce que c'est une matrice diagonale, je prends les éléments sur la diagonale, puis je fais 1 sur la racine carrée de sa valeur. Okay? Donc ça, c'est ce que j'appelle lambda majuscule à la moins une demi. Et tout ce que j'ai à faire à ce moment-là, c'est qu'une fois que donc je centre mes données en soustrayant la moyenne, je projette ça sur les M plus grandes, les M vecteurs propres avec les M plus grandes valeurs propres. Puis finalement, je multiplie par la sous-matrice diagonale avec les M premières rangées et les M premières colonnes, dont j'ai appliqué moins la racine carrée. Okay? Puis là, si vous en pensez un peu, si je fais ça, si je prends ce vecteur-là et je le multiplie par cette matrice diagonale-là, bien effectivement, la première composante va être divisée par la racine carrée de lambda 1, la deuxième composante va être divisée par la racine carrée de lambda 2, et ainsi de suite. Donc finalement, si on veut la version finale de l'ACP telle qu'elle est utilisée en pratique, c'est finalement de calculer la matrice U, la matrice lambda à partir de ma matrice de covariance S. Puis quand je projette mes données en plus petites dimensions, bien, je calcule cette expression-là ici, qui est simplement un vecteur fois une matrice fois une autre matrice diagonale.